Qu'est-ce que c'est qu'une métropole ? Est-ce qu'une métropole, c'est une ville en plus grand ? Je dirais que depuis, en gros, le tournant des années 2000, il y a eu toute une littérature qui a commencé à émerger sur les métropoles, avec des chercheurs à la fois français, mais aussi internationaux. Et ce vocable a commencé à occuper beaucoup de débats et à faire couler beaucoup d'encre. Alors, en même temps, métropole, agglomération, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement ? On peut dire d'abord que la région parisienne, je vais parler pour l'instant pour faire simple de région parisienne, connaît, mais depuis près de 2 siècles, une croissance que vous voyez résumée sur cette courbe. C'est presque une droite. C'est une progression régulière, en gros plus 50 000 habitants par an tous les ans depuis près de 2 siècles. Et on voit qu'il y a vraiment une forme de constance. Et aujourd'hui, je dirais tout simplement qu'on est à, en ce moment, plus 60 000 habitants par an sur la décennie qui vient de s'écouler. Donc, première chose, les défis de l'essor démographique. Avant qu'on ne parle de métropole, il y a essor démographique, avec tout ce que ça signifie, population plus abondante, espace plus grand. Comment est-ce qu'on organise la ville? Et là, il y a quelques temps que je voudrais brièvement rappeler. Bon, le premier temps, vous l'avez tous à l'esprit, c'est bien entendu quand, sous Napoléon III, Haussmann pose les gestes d'extension de Paris avec une annexion d'une partie de la banlieue. Et donc, je n'insiste pas là-dessus, mais vous verrez tout à l'heure sur les cartes que ce moment où on a cru mettre en adéquation les limites de la ville avec la tâche urbaine a duré très peu de temps. Il y a un deuxième temps que je voudrais évoquer rapidement parce qu'il est plus méconnu et pourtant il est foisonnant. C'est tout ce qui s'est passé, en gros, au début du XXe siècle. En gros, de 1900 et même un petit peu avant, après, disons, de 1870 à la Deuxième Guerre. C'est l'activité du département de la Seine. Dans le département de la Seine, les communes n'étaient pas en intercommunalité, elles étaient regroupées dans ce département qui a joué un rôle éminent dans de nombreux domaines, créé beaucoup de services, mutualisé énormément de services. C'est le moment où on crée tous les grands syndicats techniques et où on apporte des réponses à la nécessité d'agir collectivement dans cette agglomération qui est faite d'un ensemble de communes qui ont chacune leur identité et leur vie. Et là, citer, c'est un clin d'œil à Christian Dupuis, un de ses éminents prédécesseurs, Henri Sellier, qui était le président de l'office HBM de la Seine. Donc voilà. Il a eu un rôle déterminant à côté de quelques autres, hein, Georges Marane, Monsieur Morizet et beaucoup d'autres à cette époque-là. Mais voilà, il n'y avait pas de métropole au sens actuel du terme, et en même temps, il y avait déjà une activité collective des communes du département de la Seine. Et tout ça, bizarrement, connaît un temps d'arrêt quand, en 1968, on fait éclater le département de la Seine et de la Seine-et-Oise, et que l'on crée les départements actuels que vous connaissez, des Hauts-de-Seine, au Val d'Oise, ainsi de suite. Et il y a quelque chose d'un peu amusant à avoir en tête, c'est qu'en 1966, la France crée des communautés urbaines, et je vous signale simplement que cette année, Lyon, la communauté urbaine du Grand Lyon fête ses 50 ans cette année, quand on voit la naissance de la métropole du Grand Paris. Donc d'un côté, institutionnalisation des communautés urbaines, et de l'autre côté, en Ile-de-France, pour des raisons sur lesquelles on pourrait discuter, mais je ne reviendrai pas, éclatement du département de la Seine et création de 8 départements, là où il y en avait 3 auparavant, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Donc voilà, sur le plan institutionnel, quelques moments qui étaient en réponse par rapport à quelque chose qu'on n'appelait pas la métropolisation, mais qui était la croissance urbaine et le développement de l'agglomération parisienne. Je reviens une seconde sur la croissance démographique que je viens de vous montrer pour vous évoquer avec vous une rupture qui permet de commencer à parler de la métropolisation. Vous avez ici 2 courbes. En bleu, vous voyez celle que je viens de vous montrer. En gros, on passe de 1 500 000 habitants à la fin de l'Empire à 12 millions aujourd'hui. En même temps, vous voyez bien qu'entre aujourd'hui et 1960, la croissance de la région parisienne est tirée avant tout par l'exode rural, par l'arrivée sur Paris, le développement de l'industrie dans la région parisienne et par l'arrivée des populations de province, en grande partie. Et depuis, en gros, 1960, le poids de l'Île-de-France, qui est passé de 5%, c'est la courbe en rouge, 5% de la population française au début du 19e siècle à 18% en 1960, ce poids relatif de la population francilienne se stabilise. Aujourd'hui, pour le dire en d'autres termes,
la population francilienne continue à croître de 60 000 habitants par an, mais elle croît exactement au même rythme que l'ensemble du territoire hexagonal. Alors, derrière ça, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé le fait que le moteur de la croissance francilienne a changé de nature. La dynamique démographique des grandes métropoles, et ça c'est pas propre à l'Île-de-France, on le retrouve à New York, on le retrouve à Londres, on le retrouve à Los Angeles, ainsi de suite. Le moteur démographique des grandes métropoles, il fonctionne avec 3 éléments déterminants. Il y a la question de l'excédent naturel. Généralement, en règle générale, ces grandes métropoles ont une structure de population beaucoup plus jeune que le reste du territoire national. Et du coup, on y trouve un excédent naturel, plus de naissances que de décès, que partout ailleurs sur le territoire national. C'est le premier moteur de la croissance démographique. Dans le même temps, l'Île-de-France échange en permanence avec la province, mais perd des habitants dans cet échange. Il y a plus de départs que d'arrivées. Simplement, ceux qui arrivent sont généralement des jeunes actifs et donc maintiennent en permanence la jeunesse de la pyramide des âges dont je parlais précédemment. Du coup, l'excédent naturel continue à se perpétuer. Et puis, troisième composante, c'est l'échange avec le reste du monde. Et là, d'une façon générale, les grandes métropoles ont un excédent migratoire avec le reste du monde. On y reviendra tout à l'heure pour évoquer la nature des gens qui arrivent. Ça veut dire que l'enjeu pour que le fonctionnement métropolitain puisse se déployer normalement, il y a un enjeu très important sur l'habitat, il y a la question de la mobilité résidentielle qui est une des clés du développement, à la fois bien entendu social, mais aussi économique des métropoles. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie croissance démographique. Alors dans le même temps, plus d'habitants, ça veut dire que l'espace sur lequel cette population est répartie va évoluer. Bon là, je mets vous avez à gauche le petit graphique qui vous montre où on en est par rapport à la croissance démographique que j'évoquais. Donc en 1835, vous avez Paris, la population parisienne est contenue au sein du mur des fermiers généraux et un petit peu au-delà. Après, on a l'épisode Haussmann dont je parlais, mais dès 1900, et on est en gros avec 15 000 hectares, dès 1900, la superficie de l'agglomération a triplé. Hein, et on a 5 millions d'habitants là où on en avait 2 dans la carte précédente. Et on voit que déjà, les limites fixées par Haussmann sont débordées. Alors, bien entendu, si on continue, quand on arrive en 1960, vous voyez l'extension de la tâche urbaine, 8 500 000 habitants. En 99, poursuite de cette extension. Et aujourd'hui, on en est à 273 000 hectares pour l'ensemble de la zone urbanisée d'Île-de-France, pour 12 millions d'habitants. Donc, au-delà des questions de satisfaction des besoins de cette population de 12 millions d'habitants, se pose la question de la relation à l'espace, de comment est-ce qu'on gère un territoire aussi vaste avec tous les enjeux en matière de réseau d'assainissement, en matière de transport, en matière d'approvisionnement en eau, en électricité, ainsi de suite. Bon, choses qui étaient en partie prises par le département de la Seine dont je parlais tout à l'heure, puis qui ensuite ont été pris en relais par des grands services techniques. Alors, ça, c'est la période donc de la croissance urbaine. Et je ne parle pas encore de métropolisation, et je vais en venir maintenant à la métropolisation. Parce que des villes plus grandes, ok, on a vu cette croissance amorcée depuis 2 siècles, une complexité croissante, on a vu, on a su la résoudre dans certains cas en créant des syndicats techniques ou en créant les communautés urbaines à Lille, Lyon, Marseille, et plus tard, Brest, ainsi de suite, enfin bref. Mais un phénomène nouveau va se produire, en gros, à la fin du XXe siècle. C'est les effets de la mondialisation qui vont se répercuter sur les villes. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et le terme de métropolisation qui fleurit depuis, qu'est-ce qu'on peut en dire? On dit tout d'abord qu'il y a un contexte changeant sur le plan de l'économie mondiale avec l'émergence d'une armature mondiale de grandes métropoles. Alors Paris est dans cette armature, comme Londres, comme New York, comme Tokyo, comme beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui pousse à la constitution et à la position spécifique de ces métropoles et à ce rôle particulier? Elles avaient déjà un rôle international auparavant, mais un rôle international comme représentant d'un État-nation. On a tous en tête les compétitions pour accueillir les expositions universelles auparavant, mais ça change de nature. Et pourquoi ça change de nature? Eh bien, ça change de nature parce que l'économie elle-même change de nature. Bien entendu, la géopolitique a son rôle là-dedans, avec la chute du rideau de fer, avec l'ouverture de la Chine, ainsi de suite, qui font que les échanges vont se déployer. Mais l'entreprise elle-même change de nature. L'entreprise, de plus en plus, devient une entreprise qui va avoir des lieux de production diversifiés et va échanger. L'essor, on imagine l'essor du commerce international comme étant des échanges entre pays. Mais avant tout, ce sont des échanges au sein même d'une entreprise. Renault
assemble ici, mais fabrique et collecte des choses qui viennent d'un peu partout. Et les villes se spécialisent, les régions se spécialisent. Il y a donc tout ce travail, toute cette évolution de l'économie, qui se traduit par ce que j'ai résumé par quelques mots: globalisation de l'économie, mutation des entreprises qui signifie spécialisation, interdépendance, développement des échanges. Ça débouche aussi sur l'économie de la connaissance, le développement de l'économie de la connaissance. Et il est très important de savoir assembler des bons produits, donc il y a tout ça. Et ça s'ajoute à ça les mutations technologiques liées au développement du numérique, et puis les enjeux liés à la financiarisation qui font qu'une entreprise, dans un premier temps, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on était dans une entreprise qui faisait tout elle-même. De plus en plus, elle-même, elle ne s'occupe plus de sa logistique, elle n'est plus propriétaire de ses bureaux, ainsi de suite. La finance joue un rôle de plus en plus important. Donc tout ça c'est la globalisation. Et tout ça, ça se traduit par une mutation importante. Et là-dedans, dans cette mutation, les métropoles jouent un rôle essentiel et deviennent un enjeu en soi. Pour évoquer les travaux de Pierre Veltz, dont vous avez entendu parler, il y a eu un temps, dans un premier temps, quand cette mondialisation se développe, c'est le développement de grandes régions, et l'Union européenne, de ce point de vue-là, est une grande région. Et les échanges se nourrissent surtout au sein de cet espace, de cette géographie. Puis, dans un deuxième temps, la globalisation est plus générale, et à ce moment-là, c'est le développement des métropoles et du réseau de métropoles dont je parlais précédemment, qui devient déterminante. Alors, cette métropolisation, elle a quelques corollaires. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un enjeu d'avoir des métropoles considérées comme performantes, comme phares éclairant le monde et du coup attirants. En même temps, cette métropole, elle est synonyme de monde ouvert. Elle est synonyme d'échange, je le disais tout à l'heure pour la démographie. Ça veut dire que, par exemple, quand on revendique le fait que le Grand Paris ou la région parisienne soit un lieu d'excellence pour les industries créatives, par exemple, ça veut dire qu'on cherche à attirer les gens qui sont en pointe sur ces sujets-là. Mais en même temps, on cherche à être ouvert au monde d'une façon générale. Et ce qu'on appelle la crise des migrants aujourd'hui en est un autre aspect. Donc cette médaille a deux faces. D'un côté, la quête de l'excellence. De l'autre côté, l'acceptation ou l'obligation d'accepter l'ouverture au monde avec tous ses effets. Deuxième corollaire, ces villes, ces métropoles, ces grandes métropoles dont je parlais tout à l'heure, bien entendu, il y a une compétition sur leur image, sur leur position prééminente dans tel ou tel domaine. Et on est donc dans une situation de compétition entre ces métropoles qui exacerbe les tensions, conduit à prendre des positions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, pour les politiques nationales qui ne sont pas forcément en intérêt toujours avec la préservation des équilibres dans la métropole elle-même. Et donc, il y a, pour les grandes métropoles, pour certaines d'entre elles du moins, la possibilité de faire un choix et de s'afficher comme excellente dans un domaine. L'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Londres. Londres avec son affichage de chef de file dans le domaine de la finance, avec la City, ainsi de suite. Bon. C'est le choix de certaines métropoles que de s'afficher comme étant leader, et leader incontesté dans un domaine. D'autres métropoles, et c'est le cas de l'Île-de-France, est beaucoup plus généraliste et a une autre offre qui est une offre beaucoup plus diversifiée dans son économie et donc ne se place pas exactement sur le même terrain. Du coup, ça veut dire que ces métropoles, elles ont d'une certaine façon un choix stratégique à faire. Et on reviendra tout à l'heure sur la question de la stratégie, comment se définit la stratégie. Troisième corollaire, je disais tout à l'heure, les métropoles, bien entendu, aujourd'hui on en parle. Et on n'en parle plus tout à fait dans les mêmes termes que quand on parlait Paris, capitale de la France, État-nation, ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a un lien fort qui demeure entre ce qui se passe dans le Grand Paris et les lois, règles et conditions de vivre ensemble qui sont définies par les législateurs français. Et il y a parfois, du coup, des tensions entre les intérêts ou les orientations prises au niveau national par rapport aux enjeux propres à une métropole. Bon, en deux mots, vous connaissez les travaux d'Avzi qui évoquent le fait que, en Île-de-France, 18% de la population, un peu plus de 30% de la valeur ajoutée et 23% du revenu. C'est-à-dire qu'en gros,
l'Île-de-France, le Grand Paris, contribue à la redistribution sur l'ensemble du territoire national. Dans d'autres pays, on voit bien parfois les tentations sécessionnistes des régions qui sont, ou des capitales qui sont des villes riches. Donc il y a un défi qui est posé aujourd'hui sur comment faire rayonner l'Île-de-France, notamment par exemple sur le droit fiscal, pour attirer les entreprises, et en même temps comment tenir les deux bouts pour que cette Île-de-France soit à la fois solidaire avec le reste de la nation et soit solidaire elle-même de façon interne. Donc voilà quelques-uns des corollaires. Alors, quelques autres facettes de la métropolisation. Est-ce que je peux te demander de veiller sur l'heure, parce que je ne regarde pas ma montre, donc tu m'arrêteras si je déborde. Deuxième, j'ai évoqué l'étalement. L'étalement urbain, tout à l'heure, vous avez vu avec les quelques cartes. Mais cet étalement, il faut y ajouter un terme. C'est le terme de fragmentation de la ville. C'est-à-dire que cet étalement, ce n'est pas un étalement homogène. Il y a à certains endroits une population plus ou moins fortunée, il y a des espaces plus sociaux, des espaces plus chics. Bon, la ville s'étend et se fragmente. C'est une question importante. Et c'est un défi à la fois pour les institutions que sont la métropole du Grand Paris ou la région. Comment on relève ce défi et comment on fait en sorte que, en même temps, cet ensemble garde sa cohérence et fonctionne. Deuxième facette sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait que cette fragmentation. Alors il y a un terme qu'on a beaucoup utilisé dans les débats sur le Grand Paris, je me souviens notamment de Patrick Braouzek qui évoquait beaucoup le polycentrisme, d'autres d'ailleurs aussi, hein. Et le fait que la grande métropole de 12 millions d'habitants actuelle, la grande région urbaine de 12 millions d'habitants, est faite d'ensembles. Mais ces ensembles, ils fonctionnent comme une seule agglomération, mais en même temps, ils fonctionnent comme des lieux qui sont concurrents les uns par rapport aux autres. J'évoquais précédemment la concurrence entre les métropoles. Mais il y a tout autant une concurrence interne à la métropole pour capter les grands équipements, pour capter les investissements, pour faire en sorte que la première barre du tronçon du réseau de transport passe ici plutôt que là, ainsi de suite. Il y a une compétition interne. Et c'est quelque chose d'inévitable. Mais il faut le réguler. C'est un défi. Troisième point sur lequel je reviens un tout petit peu sur l'économie. J'ai évoqué tout à l'heure les conditions des mutations économiques qui ont provoqué ce changement de paradigme, pour reprendre un mot un peu pompeux. J'insiste juste sur trois conséquences de ces changements économiques. Le domaine de l'immobilier, qui vous concerne au premier chef, est devenu internationalisé. Le niveau des prix et des loyers, bien entendu, il est fonction du revenu des franciliens en grande partie, mais il est aussi dans un jeu international, avec des concurrences et des compétitions pour les produits d'immobilier d'entreprise, ça va de soi, mais aussi pour le produit résidentiel, pour certaines catégories de population. Du coup, la régulation des prix et des loyers, bien entendu, il faut que la puissance publique se prononce et développe des politiques là-dessus, mais elle n'a pas totalement la main. Et du moins, il faut qu'elle joue avec ce jeu compliqué. Deuxième point, les grands groupes. Quand on développe une métropole de cette importance, ça devient un enjeu économique pour tous les prestataires de services. Bien entendu, ceux qui accordent des services urbains, mais pas que. Hein. On voit bien aussi avec la crise des finances publiques et avec le développement de certaines formes économiques, le développement des PPP, les grands stades qui étaient uniquement un geste de la puissance publique il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui c'est une décision privée dans beaucoup de cas. C'est par la rencontre d'intérêts privés et d'un intérêt local. Donc voilà sur un deuxième effet de la mondialisation sur la fabrication de la ville. Et puis troisième effet que vous avez aussi en tête, c'est l'ubérisation de l'économie. C'est la façon dont on régulait les taxis hier et aujourd'hui les problèmes que ça pose. La façon dans le domaine de l'immobilier avec Airbnb ou d'autres, comment ces nouveaux acteurs de l'économie du numérique font émergence sur les sujets qui vous intéressent tous. Dernier point, sensibilité des métropoles au vent du large. Sensibilité au vent du large, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Irlande change son taux de taxe sur les bénéfices des sociétés, ça a un effet sur la localisation des grands groupes. Mais de la même façon, les grands groupes ont leur propre stratégie indépendante de ce que font et disent les États, comme je disais tout à l'heure. Une entreprise, aujourd'hui, elle est reliée à toutes ses filiales, à tous ses fournisseurs, ainsi de suite. Elle prend des décisions stratégiques qui font que, d'un seul coup, une décision peut s'imposer à une métropole le Grand Paris ou Londres et voir un pan entier de son économie se délocaliser ailleurs. Donc voilà, quelques effets, quelques facettes de la métropolisation. Alors je dirais, pour résumer, que la métropolisation, elle nous renvoie à deux défis majeurs. La quête d'une performance de la métropole
pour justement être bien placé dans cette compétition économique mondiale, et en même temps la nécessité de travailler sur la notion de métropole inclusive qui permet à tous, dans la diversité des gens qui sont présents sur un territoire où il y a 12 millions d'habitants, à tous d'être bien accueillis et de bien vivre dans la ville. Je dirais qu'aujourd'hui, les cadres et les professions supérieures, il y a en gros 3 emplois peu qualifiés pour un emploi qualifié. Donc il faut faire la place à tout le monde, il faut faire la place à tout le monde avec la diversité des ressources de tout le monde. Donc les enjeux de la gouvernance métropolitaine, je dirais qu'en gros, il y a 4 points sur lesquels la métropole du Grand Paris va être attendue. Il y a la question de la stratégie. J'évoquais tout à l'heure Londres et stratégie spécialisation ou d'autres avec généralistes comme l'Île-de-France. Il y a le projet, vous y reviendrez je pense, vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots, et les moyens qui sont mobilisés pour construire ce projet. Il y a la façon dont la métropole opère des régulations entre des territoires dont j'ai dit qu'ils étaient concurrents les uns par rapport aux autres. Quand j'ai vu, par exemple, les CDT fleurir, les contrats de développement territoriaux fleurir il y a quelques années, c'était assez amusant de voir qu'en gros, il n'y avait pas un CDT qui n'avait pas sa grande aréna et son grand stade, quoi. Il y a quand même eu une espèce de surenchère. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un arbitre. Certes, on peut considérer qu'il y a un darwinisme qui peut s'opérer, que seuls les meilleurs projets surnageront, mais en même temps, derrière, il faut faire des choix pour tirer les réseaux de transport de façon cohérente et conditionner l'ensemble de la viabilité du système. Donc il faudra bien des régulations. Et puis, la dernière question, c'est la question des solidarités, parce qu'on va le voir avec quelques cartes, la richesse, les ressources, les situations sociales sont très disparates. Alors, je reviens maintenant au deuxième temps du propos sur la genèse, et je vais être plus rapide là-dessus, la genèse de la métropole du Grand Paris, qui explique la situation présente et qui explique aussi les questions, interrogations qui peuvent subsister sur le sens de cette métropole. Au départ, après 20 ans de décentralisation, se produit au début des années 2000 une espèce une compétition, qui s'affiche pas comme telle, une quête pour le leadership de qui pilote cette grande métropole. Il y a comme acte fondateur la mise en révision du schéma directeur, la région, avec la régionalisation montant au début des années 2000, la région s'affiche comme étant en volonté de poser un geste avec l'élaboration des schémas directeurs. Mais tout de suite, dans le même temps, l'État, qui ne veut pas être absent du débat, même s'il a moins de ressources, pose le débat avec le débat sur le réseau du Grand Paris. Donc il y a ces 2 acteurs, la région, l'État, qui s'invitent sur la façon de lire la métropole. En même temps, il y a ce que j'appelle la rupture ambiguë de l'isolement parisien. Bertrand Delanoë réunit les maires autour de lui. Les maires viennent à cette conférence métropolitaine dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, le dessin dans les têtes des uns et des autres n'est pas clair. Il s'agit effectivement de travailler avec les voisins, mais pour aller jusqu'où ? Pour aller jusqu'au partage de toutes nos ressources, pour aller jusqu'à quelques petits gestes de travail en commun, c'est pas clair, et je pense que c'est toujours pas vraiment clair dans la tête des uns et des autres. Je vous parle très librement là, mais on peut en discuter. Je pense qu'il y a un besoin de dépasser les limites du périphérique, des attentes de la part des uns et des autres. Je dirais par exemple pour les maires de banlieue, il y a l'idée que puisqu'on se met autour de Paris, de la ville de Paris, et qu'on se réunit ensemble, on va pouvoir débattre de la récupération d'une parcelle de compétences qui sont exercées par l'autre, par l'État ou par la région. Une forme de croyance là-dessus, de venir sur ces compétences. Pour la ville de Paris, il y a l'idée que peut-être les problèmes de logement pourront trouver une solution un peu plus aisément de l'autre côté de la rive, ainsi de suite. Bon, bref, toutes ces ambiguïtés planent dans le débat et je pense sont toujours présentes. Et puis, se greffe là-dessus la volonté réformatrice de l'État, la quête de la suppression d'une couche du millefeuille et le débat sur la réforme institutionnelle. Donc vous voyez, le réseau du Grand Paris, donc Grand Paris, ça, dans la tête des gens, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps pas de façon très claire. Et du coup, se pose la question de ce Grand Paris qui, parce que tout le monde en a parlé, devient inéluctable, à quoi est-ce qu'il peut ressembler ? Et on rentre dans 3 ans de débat parlementaire. En gros, je dirais 10 ans de débat public où le forum public a existé et 3 ans de débat parlementaire. Et du coup, le bon périmètre, c'est quoi ? Le bon périmètre, voilà, vous l'avez sous les yeux, vous avez
j'espère que ça se voit, oui, la couche la plus claire, c'est l'agglomération parisienne, au sens INSEE du terme, c'est-à-dire où sont concentrés l'essentiel des 12 millions d'habitants dont je parlais tout à l'heure. Et en plus dense, c'est la métropole du Grand Paris telle qu'elle est dessinée aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une métropole qui, aujourd'hui, n'inclut pas son grand aéroport, Roissy, n'inclut pas son centre de recherche, Saclay, n'inclut pas les pôles que constituent les 5 villes nouvelles, Évry, Cergy, bon bref, vous les connaissez, avec ce qu'elle signifie en termes de structuration administrative, de pôles universitaires, ainsi de suite. Donc voilà, c'est une métropole, je dirais, amputée. Et en même temps, cette métropole et ces espaces qui sont à l'extérieur de la métropole, en grande couronne, disons pour faire simple, tous les jours, le quotidien des Franciliens qui habitent à Cergy, ils viennent dans la métropole. Hein. C'est clair qu'il y a un fonctionnement qui dépasse le petit périmètre de la métropole. Donc voilà, cette question, elle reste posée, à mon sens. Elle ressurgira à un moment ou à un autre. Quand ? Je ne suis pas Madame Soleil là-dessus. Alors, la métropole, en même temps, c'est aussi le bouclage de l'intercommunalité dans le cœur de l'agglo. Et c'est la création des 12 EPT, dont on va reparler, je pense, tout à l'heure, des établissements publics territoriaux. Ces 12 EPT qui comptent entre une commune, c'est Paris, bien entendu, avec ses 20 arrondissements, et 24 communes, si je prends T12, qui est celle qui compte le plus de communes. C'est entre 2,3 millions et entre 300 000 et 2,3 millions habitants. Donc, vous voyez, une grande diversité de situations, même si sur le plan surfacique, c'est des choses à peu près homogènes. Mais sur le plan social, voilà la carte du chômage dans la métropole du Grand Paris. Vous voyez que là, il y a des territoires qui sont bien lestés et d'autres qui sont bien servis. Donc, ça renvoie à la question de la solidarité dont je parlais tout à l'heure et l'enjeu que représente pour la métropole le fait de réussir à faire vivre ensemble ce territoire. Puisque parmi les ambitions qu'on donnait à la métropole, il y avait bien entendu porter un projet, mais aussi assurer la solidarité. Ça fait toujours partie de ces gènes. Bon, je passe rapidement sur les quelques autres cartes. De toute façon, vous pourrez récupérer le diaporama et y revenir plus à loisir. Hein. Mais cette carte précédente sur la situation sociale, bien entendu, on peut la décliner en termes de ressources financières. C'est ce que vous avez sous les yeux. En termes de taux d'imposition, vous voyez que les taux d'imposition à la taxe d'habitation ou aux autres taxes, foncières bâties ou autres, est très différent d'un EPT à l'autre et même d'une commune à l'autre. Donc il y a un enjeu important aujourd'hui de réussir à cette transformation et de réussir cette convergence des situations. Alors, quelques interrogations en suspens. Bon, aujourd'hui, la métropole, c'est quoi ? Est-ce que c'est une méta-collectivité qui a la responsabilité de définir la stratégie pour cet espace de 6 millions d'habitants. Et à ce moment-là, la question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce que cela s'articule avec un autre acteur qui est la région, qui élabore le schéma directeur, qui a la responsabilité en matière de transport, ainsi de suite. Il y a une question là qui a donné lieu à des prises de position parfois un petit peu exacerbées, qui semblent se tempérer aujourd'hui, mais la question reste posée. Il y a vraiment, est-ce qu'il y a place pour 2 documents stratégiques, pour 2 lieux de définition de la stratégie d'une grande métropole, à la région et à la métropole du Grand Paris ? La deuxième question, cette métropole, est-ce que c'est un gendarme ? Est-ce que c'est un gendarme qui est là pour assurer les régulations que l'État voudrait voir mettre en place ? Je me souviens très bien, il y a quelques années, il y a très peu de temps, un sigle qui doit vous être familier, la TOL, Territorialisation des objectifs de logement. Bon. L'État a dessiné une carte et a dit en gros, tel territoire doit atteindre tel objectif de construction. Aujourd'hui, on va vers un changement des règles du jeu avec l'élaboration d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Et derrière, comment est-ce qu'on enchaîne et comment est-ce qu'on chaîne avec les territoires ? Est-ce que la métropole est, demain, le garant de cette nouvelle TOL ? Bon, voilà une question qui est posée. Ou est-ce que cette métropole, c'est comme cela a été beaucoup dit par des élus de la métropole du Grand Paris, est-ce que c'est une coopérative de ville ? Est-ce que c'est le lieu de rencontre de tous les maires de la Petite Couronne, plus les 6 ou 7 qui se sont adjoints à Argenteuil et quelques autres au sud ? Est-ce que c'est la représentation de ce lobby des maires ? Voilà. Il y a pour l'instant tous ces chemins possibles et toutes ces expressions possibles. Laquelle va émerger ? Et comment est-ce que la métropole va réussir à répondre à sa promesse, définir une stratégie, organiser des régulations et assurer la solidarité ? Voilà quelques questions que je voulais poser à ce stade.
en m'interrogeant sur le fait que est-ce que la métropole est la bonne échelle pour assurer la solidarité financière, ne serait-ce que par exemple avec les territoires du côté de Villiers-le-Bel ou autres qui ne sont pas dans la métropole et où les ressources financières sont plus faibles, alors qu'aujourd'hui, il y a une concentration effectivement de richesses comme dans toutes les métropoles, dans le cœur de la métropole. Comment est-ce qu'on joue de ces solidarités et de cette mutualisation des ressources? Voilà, je dirais étape décisive pour la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, 2016, c'est une étape décisive. Oui, ça, je n'hésite pas à le dire haut et fort, c'est une étape décisive parce qu'il y a un processus nouveau qui est né, le bouclage de l'intercommunalité, la rupture du lien entre la taxe professionnelle ou ce qu'il en est advenu avec la CVAE, la CFE et les ressources liées à l'entreprise, à la vie économique, qui ne sont plus associées à une commune, mais à des territoires plus vastes. Donc il y aura progressivement, au fil du temps, il y aura une forme de mise en commun de ces ressources. Donc ça, c'est un virage qui a été pris. En même temps, il y a aujourd'hui une mutation institutionnelle complexe à opérer, parce que quand on a mis ensemble 10, 15, 20 communes qui étaient isolées, ou 3 EPCI qui avaient des règles différentes, il y a aujourd'hui, se joue dans les 3 ans ou 4 ans qui viennent, un enjeu important de réussite de l'intégration au sein des EPT des règles, et ça concerne directement le logement, là, je crois. Il y a des enjeux importants sur le logement, on pourra y revenir dans le débat tout à l'heure. Il y a un enjeu sur cette réussite de la transformation des EPCI d'hier en EPT aujourd'hui. Et puis, dernier point, je pense que le processus est loin d'être achevé, puisque déjà, Paris Métropole a mis en place une commission, pour reprendre mes notes, un laboratoire post-nôtre, qui est un lieu de réflexion sur la façon de dépasser la loi du Grand Paris telle qu'elle existe aujourd'hui et la géométrie ou la géographie du Grand Paris telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc vous voyez, le débat, il y a des avancées indubitables et en même temps le débat est toujours ouvert. Tant mieux parce que j'aurai encore l'occasion d'en reparler, je pense, pendant quelques temps. J'en viens à l'habitat. L'habitat et les métropoles, je disais tout à l'heure, l'habitat et les métropoles, c'est quelque chose d'important. La mobilité étant un des enjeux, une des traductions de la métropolisation, l'habitat est au cœur de ces enjeux. Alors, ça ne vous a pas échappé, les Londoniens sont en colère, hein, ils le disent, la hausse des loyers est très importante là-bas, il y a des tensions, il y a des volumes de construction très faibles, il y a une ségrégation sociale très importante. Mais Berlin ou l'Allemagne, ou les métropoles allemandes comme Hambourg ou Munich dont on parlait en disant pas de problème, tout va bien, c'est en train de changer. Aujourd'hui, il y a des projets de modification des réglementations dans le domaine du logement au niveau fédéral en Allemagne parce que des tensions apparaissent à Munich, à Berlin, à Hambourg. Et bon, l'Italie, même chose, hein, Rome, vous avez tous les jours aussi dans la presse italienne des tribunes sur ce sujet. Alors, revenons sur l'Île-de-France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a longtemps dit qu'on était à un rythme anémique de construction avec 45 000 mises en chantier. Aujourd'hui, est-ce l'effet de nouvelles séries statistiques? Non, je pense que ça va au-delà de ça. Il y a une reprise de la construction et il y a un développement de la construction en Île-de-France, puisqu'on serait aux alentours de 65 000 mises en chantier pour un objectif de 70 000. Bon. On n'est pas tout à fait au niveau de ce que prévoit le schéma directeur, mais on n'en est pas loin, on ne va pas trop chipoter non plus. Hein. Donc voilà, en bleu, vous avez le rappel de ce que devrait faire la métropole. En gros, 38 000 logements par an, et on est aujourd'hui à 34 000. Et la métropole, 70 000, et on est à 65 000. Alors, en même temps, pourquoi cette reprise? C'est à la fois étonnant parce qu'on ne l'attendait plus, et en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on a quand même empilé un certain nombre de mesures au fil du temps qui ne pouvaient pas, au bout d'un certain temps, ne pas porter d'effet. De la loi SRU qui a remis en mouvement certaines communes pour les inciter à construire et qui produit des effets. De la création de l'établissement public foncier qui capitalise et achète des terrains, les remet en chantier, qui produit des effets. De la création du plan de rénovation urbaine et de la TVA en rue à taux réduit qui stimule des endroits où le marché était défaillant et qui porte des effets. Et aujourd'hui, avec les perspectives de développement de l'aménagement liées au réseau du Grand Paris, bon, tout ça, toute cette petite musique, tout ça cumulé, ne peut pas ne pas produire d'effet. Et personnellement, je suis plutôt optimiste là-dessus. Simplement, la durabilité de cette reprise n'est pas gagnée d'avance. Et il faut y travailler, et ça passera par le SRHH, et ça passera par le PMHH, je pense.
Deuxième défi à relever sur lequel je voudrais mettre l'accent, la métropole accessible à tous. Vous avez ici une petite courbe que j'ai reprise dans le diagnostic du schéma régional de l'habitat. Vous voyez deux courbes, la courbe des revenus en bas, plus 40% en gros entre 1996 et 2003, et dans le même temps, un quasi quadruplement du prix du logement. Bon, bien entendu, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet d'éviction sur certaines catégories de population. Donc, la métropole accessible à tous, c'est la question des prix et des loyers. Et là, je dirais qu'il y a à la fois possibilité d'agir et en même temps, on est dans le système international dont je parlais tout à l'heure, avec des tensions qui nous échappent et qui font que, certes, on peut tempérer, mais on n'est pas vraiment totalement maître du jeu. Mais je voudrais revenir maintenant sur ce qui concerne votre famille professionnelle, la demande HLM. L'effet d'éviction précédent, que je viens d'évoquer précédemment, bien entendu, ça veut dire que des gens ne peuvent pas se loger ni dans le locatif privé, ni accéder à la propriété. Du coup, montée en puissance des demandeurs de logements HLM. Et en gros, les chiffres que j'ai pris dans les dernières statistiques de la ORIF, 634 000 demandeurs repérés fin d'année dernière, de l'ordre de 82 000 attributions. Vous voyez le gap entre les deux, et donc du coup, les files d'attente que ça signifie. Mais surtout, je vous montre ce petit graphique qui est la mise en perspective de l'évolution de la demande. Vous voyez petit à petit que, voilà, on est plutôt dans des tensions qui vont croissant. Et on n'en est pas sorti, quoi. Même si le niveau des agréments est élevé, l'enjeu reste tout à fait présent. Dernier point, les inégalités territoriales. J'ai évoqué tout à l'heure le portrait social. Bon voilà, ça c'est la carte de la répartition des logements sociaux. Vous la connaissez mieux que moi. Il y a un enjeu important dans ce domaine. Je pense que c'est quelque chose qui ne se change pas du jour au lendemain. En gros, quand on produit 70 000 logements, on fait par an en Ile-de-France, on fait entre 1 et 2% du parc. Donc c'est pas comme ça, c'est pas à ce rythme-là qu'on bouleverse en 5 ans ou en 10 ans la carte. Pareil pour le logement social. Et je termine par la question des demandeurs et l'évolution du revenu des demandeurs. Vous avez ici un petit graphique qui vous montre quoi? Qui vous montre que dans le parc, si j'en crois les statistiques de la ORIF, donc je n'ai pas de raison de ne pas les croire, 53% des occupants du parc social sont en dessous des plafonds PLAI. Si on prend les emménagés récents, on passe à 60%. Donc cette vague monte. Si on prend les demandeurs, on passe à 72%. Donc l'attente et le potentiel de gens à faibles ressources demandant à rentrer dans le parc social va croissant. Et si je rapproche ça de la mise des agréments et de la production des logements agréés en 2015, là où on a 72% de demandeurs dans le PLAI, le volume des PLAI agréés, c'est 25% par rapport à l'ensemble de l'offre. Donc, il y a quelque chose qui me chiffonne, qui doit peut-être vous chiffonner, dont on reparlera peut-être, mais il y a une question entre la solvabilité des gens qui peuvent rentrer dans le parc, la nature des produits qu'on offre, le loyer du coup qui est associé, et les coûts de production. Il y a une question économique derrière pour l'économie du logement social qui est posée. Et puis, last but not least, l'enjeu des attributions du DALO, avec derrière les obligations et tous les enjeux, tous les débats sur les attributions, qui concernent bien entendu tous les bailleurs sociaux, mais avec une fonction de l'État qui est garante d'une solidarité nationale et qui joue donc avec la mise en œuvre de ce DALO. Et quand on regarde où se localisent les relogements, on voit bien que là aussi, il y a un problème spatial. Il y a une question par rapport à la territorialisation de l'occupation du parc social qui est posée. Voilà. Alors je dirais pour terminer, les enjeux, conforter la relance de la construction, mais je pense que là je ne vais pas en dire beaucoup parce que c'est les questions qui reviendra à M. Dupuy de développer. En gros, la métropole du Grand Paris est attendue sur l'élaboration d'un SCOT. Donc, quel SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, quelle relation entre le SCOT et les PLU, les documents locaux, qui conditionnent la constructibilité dans les communes. De la même façon, l'État, le CRH et toutes les familles professionnelles qui sont regroupées au sein du CRH vont bientôt rendre un schéma régional. Il faudra passer de ce schéma régional à un plan métropolitain, avec des objectifs de construction et des types de construction, logement social ou autre. Bon, comment est-ce que la métropole du Grand Paris va se saisir de cette question? Je pense qu'il y a une question posée. Et puis, il y a une dernière question posée qui tient au changement institutionnel que l'on vit. C'est-à-dire, en gros, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on passait des EPCI ou des communes isolées à des EPT ou à des nouvelles institutions qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions, qui n'ont pas du tout à fait aujourd'hui encore les mêmes délégations. Voilà. Il y a tout un enjeu
de transformation de l'essai sur le plan juridique pour sécuriser les conditions de travail de tous les professionnels de l'aménagement, de la construction, de la gestion du parc social. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère ne pas vous avoir lassé. Merci de votre attention.